Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Accident tragique ou vengeance de la mafia. Alors que leur maison familiale brûlait, une seule chose était claire pour George Soder. 5 de ses enfants étaient portés disparus. En une seule nuit, la tragédie et la conspiration enveloppèrent la famille Soder. Cette histoire d'un incendie fatal qui se transforma en l'un des plus grands mystères non résolus de l'Amérique. Aujourd'hui, nous parlons des enfants Soder, que le monde laissa pour morts jusqu'à ce qu'une lettre énigmatique suggère que leur destin avait peut-être pris tout un autre cours. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. C'était la veille de Noël 1945, et les enfants de Soder voulaient rester debout plus tard que d'habitude pour jouer. George et Jenny Soder étaient les parents aimants de 10 enfants. Leur fils aîné était parti au combat pendant la Seconde Guerre mondiale. Les 9 autres enfants profitaient de la veille de Noël, jouaient et échangeaient des cadeaux. Vers minuit, le téléphone sonna. Jenny le décrocha et une femme demanda un nom qu'elle ne reconnaissait pas. Jenny dit à l'appelant qu'elle s'était trompée de numéro. En revenant, elle remarqua que les enfants avaient laissé les lumières allumées et les rideaux ouverts. Blâmant leur maladresse, elle rangea tout et retourna se coucher. Vers 1h du matin, Jenny fut à nouveau lorsqu'elle entendit quelque chose frapper le toit de la maison avec une détonation suivie d'un roulement. Elle écouta attentivement, mais tout était calme. C'était la veille de Noël après tout. Les célébrations devenaient parfois bruyantes. Mais les mystères de la nuit ne faisaient que commencer. Jenny se réveilla une 3e fois, environ une demi-heure plus tard, cette fois alertée par une odeur de fumée. Le bureau avait pris feu. Elle réveilla son mari et ils réussirent à sortir. La maison fut bientôt engloutie par les flammes. En regardant leur maison brûler, George et Jenny n'avaient qu'une seule inquiétude. 5 de leurs enfants étaient encore à l'intérieur. Les événements qui suivirent amenèrent ces 2 parents dévastés à croire que l'incendie n'était peut-être pas accidentel. Lorsqu'ils essayèrent d'appeler les pompiers, la ligne était hors service. Plus tard, ils découvrirent que leur ligne téléphonique avait été suspendue, alors que quelques heures avant l'incendie, le téléphone fonctionnait. George voulait désespérément sauver ses enfants. Il alla chercher l'échelle pour les sortir du 2e étage, mais l'échelle n'était plus là. À chaque seconde qui passait, les flammes devenaient plus fortes. George devait réfléchir rapidement. Il décida de conduire son camion sous la fenêtre et de monter sur le toit pour atteindre ses enfants. Mais aucun de ces camions qui fonctionnaient bien la veille ne bougeait. Même les voisins essayèrent d'appeler les pompiers, mais personne ne réussit à joindre un opérateur. Les membres survivants de la famille regardèrent, impuissants, les flammes s'enrouler autour de leur maison. L'incendie dura environ 45 minutes. Lorsque les pompiers volontaires arrivèrent le matin, il n'y avait plus rien à sauver. La maison s'était effondrée, emportant avec elle la vie des enfants. Du moins, le pensait-il. George n'avait pas le cœur de construire une autre maison sur l'endroit où ses enfants étaient morts brûlés. Des certificats de décès furent établis et 4 jours après l'incendie, ils détruisirent au bulldozer les restes de la maison, dans l'intention de faire un mémorial pour ses enfants. Mais bientôt, George et Jenny continuèrent à voir des signes que l'incendie n'était peut-être pas accidentel, ce qui signifiait qu'il y avait une chance que les enfants soient vivants. Ce qui les alerta, c'était la raison officielle de l'incendie, un câblage. Jenny savait que cela ne pouvait pas être la raison. Les lumières avaient été allumées quelques instants avant l'incendie, et leur lumière de Noël était restée allumée pendant toute la première moitié de l'incendie. Les lignes téléphoniques coupées étaient un autre signal d'alarme. Un de leurs voisins avait vu un homme voler du matériel servant à enlever les moteurs de voiture. Était-il possible qu'il ait trafiqué les camions de George? Plus étrange encore, le voleur appréhendé admit avoir coupé les lignes électriques de la famille Soder. George et Jenny étaient sceptiques quant à la possibilité que les corps de leurs enfants avaient été réduits en cendres. Ils découvrirent au crématorium local que les os humains restent même après que les corps aient brûlé à 1000 degrés Celsius pendant 2 heures. Et la maison de Soder avait brûlé en 45 minutes seulement. Jenny essaya même de brûler des petits sacs d'eau d'animaux pour voir s'ils seraient entièrement consumés, mais aucun ne l'avait été. Quelques mois plus tard, Jenny trouva un petit objet vert foncé, ressemblant à une balle de caoutchouc, dans un buisson voisin. En voyant cela, George se souvint du récit de Jenny qui avait entendu quelque chose frapper leur toit avant l'incendie. En joignant les poings, il conclut qu'une grenade à main avait déclenché le feu désastreux. George avait de bonnes raisons de croire qu'il y avait des ennemis qui voulaient sa mort. Il était un immigrant italien qui s'opposait fermement au dictateur Benito Mussolini. Ces critiques virulentes avaient donné lieu à de naissantes disputes au sein de la communauté.
Même après l'exécution de Mussolini, les critiques de George laissaient des sentiments de haine persistants. Les morceaux commencèrent à se mettre en place. George se rappela comment quelques mois avant l'incendie, un vendeur d'assurance l'avait menacé en disant « Votre maison partira en fumée et vos enfants seront détruits. Vous allez payer pour les sales remarques que vous avez faites sur Mussolini. » Espérant que leurs enfants étaient vivants quelque part, George et Ginny commencèrent les recherches. Ils engagèrent un détective privé pour découvrir la vérité, alors que les autorités locales étaient suspicieusement méfiantes à ce sujet. Ils apprirent que le vendeur d'assurance faisait partie du jury de médecins légistes qui détermina que l'incendie était un accident. Ils découvrirent également que le commandant F.J. Morris avait placé du foie de bœuf parmi les restes de la maison pour convaincre les Soders que leurs enfants étaient morts dans l'incendie. Les efforts officiels pour résoudre l'affaire aboutirent à une impasse. Partout où ils suivaient les pistes, ils semblaient toujours avoir un temps de retard. Finalement, la police d'État et le FBI abandonnèrent l'affaire et demandèrent instantanément aux Soders de mettre un terme à cette situation. Mais George et Ginny n'étaient pas prêts à abandonner leurs enfants. Ils commencèrent à envoyer des tracts avec des photos des enfants. Ils offrirent une récompense de 5 000 $ pour toute information qui permettrait de régler l'affaire, même pour l'un d'entre eux, et la valeur doubla rapidement. Ils installèrent même des panneaux d'affichage, un chez eux et un le long de la route 60 près d'Ansted. George continua à suivre les pistes en personne, du Missouri au Texas, de la Floride à Houston. George suivait toutes les informations qu'il pouvait trouver sur ses enfants bien-aimés. Lors d'une interview, il avoua tristement que le temps leur était compté. Tout ce qu'il cherchait, c'était à trouver une solution, une sorte de conviction qu'ils étaient vraiment morts dans cet incendie, ou quoi que ce soit qui leur était arrivé. Puis vint la mystérieuse lettre. Ginny la trouva adressée à elle, avec le cachet de la poste de Central City, Kentucky, sans adresse de retour. À elle était joint une photo d'un jeune homme d'une trentaine d'années, dont les traits ressemblaient beaucoup à ceux du fils Louis, disparu. Au dos de la photo était écrit « Louis Soder, j'aime le frère Frankie, Lil Boys, à 90 132 ou 35 ». Quelle était la signification de cette étrange lettre? Voulait-elle dire que Louis était encore en vie? La famille engagea immédiatement un autre détective privé pour se rendre à Central City et enquêter sur les origines de cette lettre codée. Mais il ne fit jamais son rapport et ne fut jamais retrouvé par les Soders. Cependant, la photo leur donna de l'espoir. Les Soders l'ajoutèrent à leur panneau d'affichage et en firent même un agrandissement au-dessus de leur cheminée. Les années passèrent et rien de plus ne fut découvert. George Soder mourut en 1969, mais Ginny et ses enfants survivants continuèrent à chercher des réponses. Pour le reste de sa vie, Ginny porta du noir en signe de deuil et s'occupa du jardin à l'emplacement de l'ancienne maison. 20 ans plus tard, Ginny Soder mourut par une journée tranquille en 1989. Les enfants survivants continuaient à faire connaître l'affaire et à enquêter sur les pistes. Avec les habitants de Fayetteville, ils émirent la théorie que la mafia sicilienne essayait d'extorquer de l'argent à George et les enfants avaient probablement été ramenés en Italie par quelqu'un qui était au courant de l'incendie criminel prévu. Les enfants avaient peut-être cherché à protéger leur famille contre d'autres préjudices. Sylvia Soder, qui avait 2 ans la nuit de l'incendie, est aujourd'hui la seule survivante connue de la tragédie de Soder. Elle continua de faire vivre leur histoire, ayant promis à son père de ne pas abandonner ses frères et sœurs. Même 75 ans plus tard, elle espérait que ses frères et sœurs soient vivants et qu'ils étaient là quelque part. Les enfants Soder avaient-ils pu survivre à l'incendie? Que leur serait-il arrivé selon vous? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.